Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce 80e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Alors ce soir, c'est un numéro un petit peu spécial parce que notre Canadien de service est en vacances et puis on est en équipe réduite, donc on voulait faire une émission spéciale santé, bien-être, spéciale lithothérapie, spéciale huiles essentielles. Et pour cela, eh bien, comme chaque 2 semaines, on va dire, j'ai le plaisir de recevoir Amel. Bonsoir Amel. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et puis pour l'accompagner, bien entendu, on ne peut pas parler de spécial santé si on ne parle pas de plantes. Nous avons Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Antoine, bonsoir Amel. Salut. Alors le principe de ce soir, c'est simple. Pour ceux qui auraient vraiment suivi tous les épisodes de toutes les émissions de Miasme depuis, on va dire au moins l'année dernière, eh bien il y a 2 numéros qui ne sont pas sortis, le numéro 71 et le numéro 72 que je n'ai jamais eu le temps de monter. Mea culpa. Et dans ces numéros-là, effectivement, Philippe et Amel interviennent. Et donc ce soir, voilà, on va faire une émission spéciale Philippe et Amel. Et donc on va parler de pierres, d'huiles essentielles, de plantes. Et donc vous allez en avoir pour toute la soirée. Vous allez pouvoir prendre des notes parce que ça va être super intéressant, comme à chaque fois. Et pour commencer, eh bien on va commencer avec Philippe, où ce soir, on va parler de l'ail des ours. C'est ça ? Oui, donc l'ail des ours, Allium ursinum en latin. Alors pourquoi on l'appelle l'ail des ours? J'allais te poser la question. Les ours qui gambadaient dans nos forêts jadis, quand ils sortaient d'hibernation, donc mangeaient cette ail pour se détoxifier et tonifier leur corps. Ça les reboostait. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé l'ail des ours. C'est un très bon probiotique, antiseptique. Donc, comme je viens de le dire, il tonifie le corps. C'est un très bon parasiticide. Tous les vers intestinaux, etc., ça les... Hop. Donc, il protège le cœur. C'est un très bon cardiovasculaire. Il est bon pour l'hypertension. C'est un très bon hypotenseur. Il est bon pour la circulation artérielle, puisqu'il fluidifie le sang. Donc, je le déconseille pour ceux qui ont le sang un peu trop fluide, à forte dose. Et donc aussi, il est bon aussi pour le cholestérol. Alors, on l'associe beaucoup à la prêle. Je peux vous la dire en latin si vous le désirez. Equisetum arvensis, ou la coriandre, Coriandrum sativum. C'est un peu dur en latin, mais c'est bien de les dire pour que les gens puissent noter. L'ortie, Ortica urtica, ou le chêne pédonculé, le Quercus pedonculus, et bien sûr l'ail des ours. Voilà, on peut l'associer à diverses. Alors aussi, on peut aussi l'associer au Fucus vesiculus. C'est une algue. Alors pour ceux qui sont allergiques à l'iode, je leur conseille la chlorella. Alors Philippe, si j'ai bien compris, c'est un antiparasitaire. Alors ça signifie quoi? C'est pour les personnes qui auraient des vers, les personnes qui auraient C'est quoi exactement un antiparasitaire? Alors quand je dis parasiticide, oui, chez l'humain, oui, en effet, c'est bon pour les vers intestinaux. Mais aussi, on peut s'en servir, pas que de l'ail des ours. On peut se servir de l'ail commun qui pousse dans nos jardins, par exemple, en macération pour nos plantes, pour éviter justement tout ce qui est forme de parasitage sur les plantes, comme sur les roses, les pucerons, etc. D'accord, ah oui, en traitement, préventif sur les plantes. Et est-ce qu'on peut aussi, du coup, en donner à nos amis canins et félins? Bien sûr, en plus petite dose, c'est-à-dire, moi je le fais sous forme d'alcoolature. On peut le faire aussi en macération dans l'eau directement, à faire en décoction pour que le bulbe puisse donner le meilleur de ses arômes. Et à ce moment-là, mettre quelques gouttes donc dans leur eau, autrement ils ne vont pas la boire, hein. Ou alors il faut les forcer, ce qui n'est pas très intéressant. Et là, ça les pure,
Donc, ça enlève tout ce qui est parasitage. Ouais, ça les purge, d'accord. Non, purger, non, je dirais plutôt ça les détoxifie, parce que purger, ça veut dire par là que ça donne la courante. Là, il ne donne pas la courante. Une purge, c'est vraiment tout enlever. Là, ça enlève, ça tue en fait les parasitages. Et l'ail des ours, finalement, est-ce que c'est un cousin de l'ail commun que tout le monde connaît, ou est-ce que ça n'a juste que le nom en commun? Oui, automatiquement, c'est un cousin lointain, parce que l'ail commun qu'on a dans nos jardins, il a été, comment dire, sédentarisé. Il a été manipulé avec le temps, on en a fait donc un gros bulbe. Mais si on recule dans les temps anciens, on pouvait le trouver en tout petit, comme l'ail des ours, exactement. Et d'ailleurs, l'ail des ours est beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que lui, il a résisté à tous les temps, et depuis la nuit des temps. Donc, il a beaucoup plus de ferveur dans ce domaine-là. Du coup, et je sais que c'est la saison actuellement, et que tu as été d'ailleurs en cueillette en ce moment pour aller chercher des bulbes. Tu peux peut-être nous en montrer? Donc, voilà l'ail des ours. Si vous le voyez bien, voilà les feuilles. Alors, on peut le confondre, c'est vrai, avec le muguet. Il faut faire très attention, parce que le muguet est toxique. Ou alors la fausse jacinthe. Mais la fausse jacinthe, elle brille, et les feuilles sont un peu plus fines. Voilà. D'accord. Ah oui, mais il n'y a pas de bulbe alors, c'est juste des feuilles. Là, c'est juste donc les feuilles. Je le récolte au moment quand il est en feuille. Parce que je le fais donc ou en pesto, le pesto d'ail des ours, ou alors je le fais en alcoolature ou en tisane. Et on peut aussi faire du pesto quand il est en fleurs, mais il est moins fort du coup. Donc moi, ce que je recherche, c'est surtout ses propriétés les plus intéressantes. Donc une alcoolature, je mets tout le totem complet. Donc j'attends qu'ils soient en fleurs. Et là, je prends les fleurs, feuilles, tiges et racines. Ok. Bon, mais voilà, en tout cas, on aura vu à quoi ça ressemble. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça, l'ail des ours. Ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer à suivre les aventures de Philippe avec le numéro 71 de Miasme, sur lequel tu parlais d'une autre plante qu'on va découvrir immédiatement. Alors, du coup, Philippe, on continue sur les roses, je suppose? Eh oui, maintenant tu vas savoir pourquoi ma société s'appelle Plante à la Rose. Eh bien, écoute, on est tout oui. D'ailleurs, j'ai reçu ton pied de rose que j'ai planté. On verra au printemps prochain ce que ça donne. Elle est très résistante, hein. Tu peux demander à Amel, c'est une rose vraiment à toute épreuve, à tous les temps résiste, hein. C'est la Gallica, l'officinale. Alors les Damascena, comme les Gallica ou les Centifolia, il y en a plusieurs espèces. Des Damascena, il y en a par exemple 12 espèces différentes. Des Gallica, je crois qu'il y en a 25 différentes. Et des Centifolia, la rose de Provins que tu appelles, puisque Provins c'est à côté de Paris, c'est la Centifolia. Il faut savoir que la Gallica, en fait, elle a été appelée officinale parce qu'en fait, c'est celle qui a le plus de tanins. C'est celle qui va soigner le plus, en fait, hein, au niveau de ses propriétés officinales. Donc, en fait, j'ai choisi cette rose parce que j'ai une petite roseraie à peu près de 350 à 400 rosiers. Ça pousse par drageon, ça drageonne. Un petit bébé que je t'ai envoyé d'ailleurs. Tu verras, ça, entre mai et juin, tu verras, ça commencera à avoir des roses. Donc, elle a 99 pétales. Elle est faite comme la fleur de vie, exactement pareil. Et pour moi, c'est la rose par excellence, en fait. Et donc, elle est faite aussi pour l'émotionnel. Elle est faite vraiment pour retrouver le bonheur en soi. Elle est vraiment, elle redonne du baume au cœur. Et même quand tu l'accueilles, elle est enivrante. Elle est bonne pour le cœur, bien sûr, pour la gorge, pour le foie, grâce à son tanin. Elle est bonne même pour les poumons. Elle a vraiment
un planel vraiment très intéressant au niveau de l'émotionnel, hein. Moi, je la fais en alcoolature. Alors, c'est une des rares alcoolatures où je ne prends pas tout le totem complet, c'est-à-dire je prends seulement le bouton de la rose, pas quand elle est ouverte, mais juste à peine ouverte, un peu fermée comme ça. Et donc, je fais une première impression, quelque temps, un laps de temps, et après, avec cette même alcoolature, je remets d'autres boutons à l'intérieur de rose, et je laisse exactement le même nombre de temps, ce qui fait 44 jours, donc c'est 22 jours à chaque fois. Et donc, après, je la filtre, et là, j'ai vraiment une alcoolature de rose vraiment exceptionnelle, hein. Elle a vraiment une odeur super enivrante. Et donc, pourquoi moi je la privilégie sur la Damascena? Parce qu'aujourd'hui, la Damascena, elle est devenue commerciale. On ne lui donne pas de l'amour. Moi, mes rosiers, je leur donne vraiment beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup de mon temps, voilà, de mon énergie. Et ça fait que quand je la fais en eau de rose, elle est vraiment exceptionnelle. Et même en alcoolature, je l'ai fait essayer à plein de personnes. C'est vraiment exceptionnel comme retour que j'ai. Il y a même une femme, quand elle l'a pris, elle en avait pris un peu trop parce que je conseille vraiment quelques gouttes. On peut mettre ça ici, là, sur les chakras ou chakras du cœur, ici, là. C'est assez intéressant parce que c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc, elle en a pleuré tellement que c'était très fort pour elle, hein, parce qu'elle avait trop pris. Après, cette rose, pour moi aussi, elle représente l'amour inconditionnel. C'est pour ça que j'appelais ma société Plante à la rose. Et comme tu le sais, je pense, l'amour pour moi est l'ultime clé qui ouvre les portes du bonheur. Ça, c'est de Bouddha. Voilà un peu la Rosa Gallica. D'accord. Et tu as d'autres roses avec lesquelles tu fais tes alcoolatures ou finalement tu t'es spécialisé dans une seule rose? Est-ce que chaque rose a les mêmes propriétés? Non, pas du tout. La Damascena, elle est faite pour les cosmétiques, pour la peau, souvent. D'ailleurs, si tu l'utilises en tisane, elle aura plus l'odeur, une odeur un petit peu pas très bonne, un peu comme un pipit, on va pas dire dans les toilettes, mais pas presque. Que la Gallica, elle a vraiment cette particularité, justement, que tu retrouves à la fois une petite amertume dans la tisane et à la fois un goût vraiment sublime, assez, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment doux et bon à la fois. C'est tout un truc qui te met vraiment dans un état vraiment relaxant. C'est la rose pour moi la plus parfaite, hein. C'est la Gallica qui est utilisée aussi en pâtisserie? Non. Non. En pâtisserie, je ne sais pas. C'est peut-être la Centifolia, parce qu'elle est plus commune. Elle a très peu de tanins, donc sûrement que ça doit être celle-là qui doit être. C'est la rose de Provins, en fait, qu'on trouve un peu partout, qui est vraiment très vaste, hein. Il y a à peu près, je crois, une quarantaine d'espèces différentes de roses de Provins, donc c'est vraiment beaucoup. La Gallica, il y en a plusieurs, mais celle-là, c'est vraiment, ça te fait voilà, une rose assez grosse comme ça, je ne sais pas si on voit là. C'est vraiment, c'est comme un pompon, c'est 99 pétales qui tournent comme ça et qui terminent comme une fleur de vie, en fait. Quand même je l'accueille dans le champ avec des woofers, enfin des gens qui viennent cueillir. Quand ils arrivent, ils sont tous un petit peu comme ça, machin, un peu parce qu'ils viennent de loin, donc ils ont la tête un peu d'enterrement. Quand ils repartent, ils sont tous joviales, ils chantent, ils dansent, parce que c'est vraiment enivrant, c'est vraiment, ça te libère l'émotionnel, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Comme rose, elle est vraiment magnifique. D'accord. Philippe, alors si finalement on a des roses à offrir à quelqu'un qu'on aime, est-ce que c'est juste un symbole ou est-ce que le fait d'offrir telle bouture avec telle qualité a un véritable effet là-dessus? Toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, la rose, bon, moi, quand je l'envoie à certaines personnes, c'est pour vraiment que l'amour s'expatrie un peu partout. C'est pour ça que je l'envoie entière. Un homme, enfin, les 3/4 du temps, quand il offre une rose à une femme, c'est pas pour avoir son cœur, c'est pour avoir autre chose.
parce que c'est une rose coupée. Donc, on n'offre jamais de fleurs coupées à une femme. Ça veut dire qu'on veut seulement ses parties génitales et non son cœur. Il faut savoir qu'une rose a sa bouche en bas et son sexe en haut. Là, il vaut mieux lui offrir un pot entier avec la racine. Ça veut dire que tu la veux tout entière et non pas seulement une seule partie. Non, mais là, tu vas faire un buzz chez les fleuristes, hein, cher ami. Toutes les roses coupées qu'il y a. Que ce soit n'importe quelle fleur, en fait. Je suis d'accord avec toi sur le principe. Mais surtout la rose, puisque c'est le symbolisme de l'amour. En fait, quand il offre une rose juste avec un petit truc blanc, là, ça dépend ce que c'est, ça peut être n'importe quoi. En principe, c'est pas très bon, même au niveau énergétique, parce que c'est une fleur déjà d'une coupée. Donc déjà à la base, tu lui coupes le principal, et en plus ça veut dire par là, oui, je veux juste. Oui, j'avais la coupe. Après, ciao. Voilà. Oui, et puis en plus, tu t'offres tout entier. Tu t'offres tout entier. Quand tu offres un présent complet, racines, feuilles, tiges, etc., et fleurs, tu t'offres tout entier. Tu offres entièrement. Que si c'est juste une seule partie, ça veut dire par là, en plus, c'est la partie que, comme je viens de te le dire, génitale de la plante. Donc ça veut dire par là que tu viens juste lui offrir ton sexe et non pas ta partie tout entière. Il faut s'offrir entièrement à une femme et non pas juste une seule partie. Ok, écoute, je crois que c'est très clair. Voilà. Alors, avant de retrouver ta troisième intervention, Philippe, et ensuite on aura le plaisir d'écouter Amel pour la lithothérapie et la thérapie par l'huile essentielle. Tu voulais nous parler d'un site, en tout cas d'un périple que font des amis à toi, et qu'on peut retrouver à travers un site qui s'appelle Chemin d'Innocence. En quoi ça consiste? C'est un grand ami à moi, David Canquette, et sa femme, Aurélie. Donc, sont partis faire le tour du monde pour quelque chose qui me tient à cœur, puisque moi, les enfants me tiennent beaucoup à cœur. Donc, c'est pour les enfants défavorisés. Et c'est donc en faisant petit don, donc ils aident tous les enfants défavorisés partout où ils vont, dans les petites écoles lointaines, où les enfants n'ont pas de cahiers, de stylos, etc. Et donc, c'est une petite aide pour ces enfants-là. D'accord. Alors, là, on va passer sur leur site. Donc, effectivement, on les voit là tous les deux au milieu des enfants. Il va y avoir un film, un documentaire qui va être tourné pour pouvoir parler de leur voyage et de leur périple. Si je me positionne 2 secondes sur la carte, là, est-ce que tu peux nous dire un petit peu actuellement où ils sont? Alors là, pour le moment, ils sont plus vers le Brésil, juste en dessous. Le petit point qui est juste en dessous du Brésil. D'accord. Ils sont partis il y a combien de temps? Ça fait maintenant 2 ans. Ah oui, et ils comptent revenir ou? Ils comptent revenir, mais ils veulent faire une grande boucle. Donc, une fois qu'ils auront fini l'Amérique du Sud, ils vont finir par l'Australie et revenir donc par tout ce qui est la Chine, le Vietnam, etc. Et donc, après, ils rentrent en France. Ouais, d'accord. Donc voilà, ça s'appelle Chemin d'Innocence. Si vous voulez les aider, il y a un financement participatif sur leur site et ça vous permet de pouvoir directement aider ces personnes. Et puis voilà, c'est toujours intéressant de savoir où vont ce genre de dons. Là, c'est du concret, ça va directement auprès des enfants, des écoles, de pays, on va dire, finalement un petit peu défavorisés. Vraiment défavorisé, oui. Ouais, oui, mais je voulais pas être trop théâtral sur le terrain. Ok. Bon, ben merci d'avoir parlé de Chemin d'Innocence et pas Chemin de l'Innocence, on ne confondait pas avec le film de TF1. Ce que je vous propose, c'est de retrouver donc la troisième partie de Philippe dans Miasme numéro 72, où Philippe va nous présenter une nouvelle plante. Ce soir, on parle de romarin, c'est ça? Donc, le Rosmarinus officinalis, il y a à peu près 25 espèces différentes.
Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? En fait, c'est vrai qu'il protège le système hépatique. C'est un très bon stimulant biliaire. Il stimule aussi la digestion de l'estomac, etc. C'est un très bon antiseptique et antispasmodique pour les spasmes, les crampes, les problèmes de digestion, etc. Il est apparemment aussi bon pour les otites, la sinusite et les bronches. La dernière fois, je t'avais aussi parlé pour les problèmes de gencives. Nous avons eu un petit appel ensemble et j'ai beaucoup repensé. C'est vrai que je t'ai proposé la camomille romaine, mais le romarin est aussi bon. Et un qui est pas très cher, que tu peux trouver en pharmacie, c'est aussi le titri, le Melaleuca, en latin. On revient au romarin. En huile essentielle, on va puisqu'Amel n'en parle pas, on va le prendre pour les poumons, pour les cicatrices. C'est un antiparasitaire. Il tonifie, comme je viens de te le dire, les gencives. Et bon pour les refroidissements. Maintenant, il a des contre-indications. Et oui, parce que en fait, dans tout ce que tu prendras, tout est poison et rien n'est poison. En fait, tout dépendra de la dose. En fait, c'est ça le truc. Donc, contre-indication pour les femmes enceintes, même pas en rêve. En plus, il a des effets neurotoxiques. Il déclenche des convulsions, carrément. C'est vraiment, ça peut être, tu peux être par terre plié en deux. Et tu peux faire même des crises d'épilepsie. Donc, à forte dose, il peut être toxique. Donc, il faut le prendre vraiment en toute petite dose. Oui, c'est pas, voilà, c'est pas innocent. C'est-à-dire que même en huile essentielle, si tu forces un peu trop la dose, tu peux avoir des problèmes comme ça. Ah oui, même des problèmes urticaires sur la peau. Les plantes, il ne faut pas jouer avec. Il faut savoir les utiliser à petite dose. C'est comme tout. Ça peut être même sur la nourriture. On peut parler sur plein de choses. Comme je viens de te le dire, c'est la dose qui compte. C'est pas la quantité, c'est vraiment la dose. Le romarin est utilisé en cuisine d'ailleurs. Oui, toutes les plantes, on peut les utiliser en cuisine. Après, si tu en mets trop, tu peux t'intoxiquer. Ok. Juste pour revenir sur les problèmes de gencives, ton romarin, donc est-ce qu'il y aurait un intérêt de mettre une goutte d'huile essentielle sur ta brosse à dents et de te brosser les dents avec C'est vrai que je le conseillerais un peu plus que le titri, parce que le titri, lui, il va déminéraliser un peu les dents. C'est vrai que pour blanchir les dents, un fumeur, il prend du titri, il va avoir les dents blanches et écarlates. Mais le problème, c'est que ça va vraiment abîmer les dents. Le meilleur, honnêtement, pour un lavage des dents sain, je conseille carrément, c'est plutôt de l'huile de noix de coco. Ça n'a rien à voir avec le romarin. Mais si pour tonifier les gencives, vraiment, si elles tombent en lambeaux, oui, c'est vrai que plutôt romarin ou la camomille romaine serait plus efficace, mais en petite quantité, c'est toujours pareil, c'est à la goutte. Et là, en effet, ça va vraiment tonifier les gencives. Voilà, bon alors, vous pouvez retrouver bien toutes les informations, toutes les plantes, faire des commandes de plantes, de préparation sur le site de Philippe, plantealarose.com. Si vous avez suivi le dernier épisode, il y avait une formation qui était prévue au mois d'avril. Eh bien, vous l'avez loupé, parce que là, au moment où vous verrez cette émission, elle est déjà passée, mais vous avez... logiquement encore 2 chances au mois de juillet, c'est ça Philippe, et au mois de juin. Au mois de juin, et la 3e formation est cet automne. Au mois de septembre. Au mois de septembre, donc c'est toujours cet été, au mois de septembre. Ok. Et voilà, plus d'informations sur le site de Philippe ou dans Miasme numéro 77. Voilà. Eh bien, merci Philippe pour toutes ces infos. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on découvre ce que Amel a nous présenté ce soir. Et donc, ce soir, Amel, tu vas commencer par nous présenter des huiles essentielles. Et le thème va être huile essentielle et émotion. Oui, tout à fait. Bonsoir.
Oui, je voulais vous présenter quelques huiles essentielles pour cibler sur des émotions précises, hein. Bien sûr, ça n'empêche pas de faire une thérapie en profondeur, mais c'est pour agir un peu comme, tu sais, le rescue que peut-être vous connaissez dans la famille des fleurs de Bach, c'est-à-dire pour avoir une action rapide dans un instant précis. Exemple, travail sur la confiance en soi avant un examen. Je pense à tous les bacheliers, à tous les étudiants, à toutes les personnes qui vont passer un entretien ou qui vont parler pour la première fois sur une estrade, tu vois, et qui pourraient se sentir impressionnés et bafoués. Enfin, tu vois ce que je veux dire, bafoués, de cafouiller, ne plus savoir parler correctement. Donc là, l'huile essentielle qui permet de développer une force mentale, d'avoir le courage, hein, et l'inspiration dans son verbe, c'est le laurier noble. Alors, on dit en aromathérapie vibratoire que le laurier noble est un soutien psychologique. Alors, comment faire pour l'appliquer sur soi? Le principe, c'est 3 gouttes en massage au-dessus du nombril, et ce, 30 minutes minimum avant chaque épreuve. Il faut savoir que en procédant de la manière suivante, l'huile essentielle va informer le système du méridien du corps en fait, hein, et va informer tout ce qui est relié aux émotions. Puisque quand on est stressé, on a le cœur qui bat très très vite, hein, on a les mains moites pour certains, et on sent vraiment, tu vois, qu'il y a l'angoisse qui nous prend. Le fait d'appliquer le laurier noble, au contraire, va nous donner une assise. Et comme je viens de te le dire, va nous donner la capacité d'affronter l'épreuve, ce que l'on vit comme une épreuve, évidemment. Ça, c'est l'huile essentielle qui travaille sur la confiance en soi. Dans un autre registre, puisque je fais une visite très, très large de plusieurs émotions, c'est le stress. Alors, quelle huile essentielle en aromathérapie vibratoire travaille très bien sur le stress? C'est le petit grain bigarade. On prend l'huile essentielle petit grain bigarade feuille et on l'applique de la manière suivante. Absolument pas de la même manière que le laurier noble, puisque chaque huile essentielle, selon l'émotion qui est travaillée, va être appliquée d'une manière différente. Le petit grain bigarade feuille, on prend 2 gouttes qu'on va appliquer sur la face interne des poignets, tu vois, en massage circulaire, 3 fois par jour. Et on va inhaler en olfacto l'huile essentielle en la passant 3 fois sous chaque narine. Le principe de cette huile essentielle, c'est qu'elle va calmer et unir le corps et l'esprit. Elle va calmer, elle va apaiser et elle est idéale dans les bureaux. Alors, quand on a un diffuseur d'huile essentielle, on peut appliquer quelques gouttes de petits grains bigarade feuille et ça fera du bien à tous les collègues, surtout dans les bureaux actuels où il y a beaucoup de stress, puisqu'il y a beaucoup d'attentes de rendement et je ne sais quoi encore. Donc ça, c'est une huile essentielle qui est assez intéressante pour cela. Alors tiens, c'est bien que tu parles de ces diffuseurs d'huile essentielle, parce que je me suis posé la question pas plus tard que hier, est-ce que c'est vraiment efficace? Parce que j'ai l'impression que il y a un grand boom commercial en ce moment de ces huiles essentielles, mais liées à des diffuseurs, c'est-à-dire que quand tu vas dans des pharmacies, ils te mettent plus en avant tu vois, les huiles essentielles pour le bien-être, mais c'est toujours à côté d'un diffuseur. Et voilà, et ils font de la communication là-dessus. Est-ce que c'est vraiment efficace? Oui, tout à fait. C'est efficace parce que si tu veux, c'est pas violent dans le sens où tu ne l'ingurgites pas, tu ne touches pas à ton système digestif, tu ne te brûles pas. Par contre, ça va travailler dans ce qu'on appelle la mémoire olfactive. C'est le même principe que l'olfactothérapie. L'olfactothérapie, rien qu'en mettant une huile essentielle sous le nez, en l'inhalant dans une certaine rythmique, cette huile essentielle va aller travailler sur une mémoire qu'on a. On appelle ça la mémoire olfactive. Donc oui, les huiles essentielles marchent extraordinairement. Quand on a un rhume, tu vois, il y a des huiles essentielles comme l'eucalyptus et ce genre d'huile essentielle qui vont vraiment agir dessus. Quand on est stressé ou quand on a envie de chaleur, tu vas mettre des huiles essentielles à base de citrus. Tu vois ce que je veux dire? L'huile essentielle va donner une atmosphère parce que ça va jouer sur ta mémoire olfactive. Et c'est au-delà de notre mental, ça sort du cadre rationnel. En fait.
C'est vraiment une action extraordinaire. Et c'est vrai que selon l'huile essentielle que tu vas diffuser dans la pièce, tu auras une atmosphère totalement différente. Et c'est pour ça que je dis bien que dans les bureaux, par exemple, le petit grain bigarade est très 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 bien pour les atmosphères stressées. Ça leur fait vraiment du bien. Il y a une autre huile essentielle qui est plus calmante, etc. C'est la lavande, évidemment. Mais ça n'a pas la même action. La lavande va agir sur autre chose. Elle va apaiser tout ce qui va être psychique, le vélo, etc. Elle va apaiser les gens. Tu sais, ceux qui ont tout le temps, les idées pleines et qui ont besoin de se poser, d'atterrir, comme je dis souvent. Là, ça va les calmer, ça va les détendre. Mais l'ennui, c'est que ça va trop détendre. Alors, dans un bureau, si les salariés somnolent, le patron est pas trop content. Tu vois, donc le petit grain bigarade, ça n'empêche pas d'être actif, mais au moins, ça dénoue les stress que l'on peut avoir au niveau de l'estomac. D'accord. Et je crois que tu as une dernière huile essentielle qui va agir cette fois-ci sur la colère. Exactement, une émotion que beaucoup trop de personnes vivent malheureusement pour des tas de raisons différentes. Alors, l'huile essentielle dont je vais vous parler, c'est la marjolaine à coquille. On la connaît aussi sous le nom de marjolaine des jardins, mais on la trouve plus facilement sous le nom de marjolaine à coquille. Alors, cette huile essentielle va agir sur les troubles de l'humeur. Et quand on a de la colère, évidemment, ça prend tout le corps, tout le monde le sait. Au niveau de l'application, comment on fait? 2 gouttes en massage dilué bien sûr dans de l'huile végétale, donc 2 gouttes d'huile essentielle, 5 gouttes d'huile végétale, l'huile végétale que vous voulez, peu importe. 2 gouttes d'huile essentielle en massage sur le plexus solaire, donc l'estomac et le foie, puisque le foie est le siège de la colère en médecine traditionnelle chinoise. Et on va en appliquer aussi en massage sur la voûte plantaire. Pourquoi? Puisque la voûte plantaire comprend tout le circuit énergétique du corps. Il faut savoir qu'en appliquant cette huile essentielle diluée dans de l'huile végétale, on va se rendre compte et on va le sentir. La colère va retomber. On ne va pas se laisser embarquer par une émotion négative et ça fait du bien pour tout le monde. Il faut aussi savoir qu'il ne faut pas l'utiliser tout le temps, évidemment. Comme tout le propre des huiles essentielles que je t'ai indiqué, c'est pour des actions ponctuelles. Quand on sent que la colère va arriver, quand on est en période conflictuelle avec une personne, on ne dépasse pas 15 jours, au maximum avec la marjolaine. 15 jours, sachant que il faut pas être enceinte, pas épileptique, pas un enfant évidemment. Ça n'agit pas sur les colères d'enfants. Moi j'ai retenu les colères d'enfants, la grenouille. La grenouille, exactement. La respiration de la grenouille, c'est la meilleure des stratégies pour la colère d'enfant, exactement. Ou alors on fait le ballon de baudruche, tu vois, on souffle et on élimine toute sa colère. Maintenant du coup, Amel, on va passer sur les cristaux et puis tu vas aussi nous parler de comment nettoyer, purifier sa glande pinéale. C'est ça, exactement. Alors, je vais vous parler de quelques cristaux dont on parle peu, qui sont moins connus. La première, c'est la morganite. Alors, la morganite, c'est un cristal qui a été découvert à Madagascar et on l'appelait le béryl rose. Et il faut savoir qu'un gémologue a décidé un jour de lui changer son nom et de lui donner le nom d'un banquier et philanthrope qui s'appelle John Morgan. Alors, la morganite doit son nom à un banquier. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Bon, il était philanthrope, ça c'est la deuxième chose à savoir. La morganite se trouve donc, comme je l'ai dit, à Madagascar. On en trouve aussi en Afghanistan et au Brésil. La particularité de la morganite, c'est qu'elle aide à gérer les situations, même si la situation a l'air de nous échapper. Elle permet de garder le focus sur ses objectifs. Donc, tu vois, c'est une pierre de centrage finalement. Et au niveau des couleurs, la morganite est dans les tons roses, puisque comme je te l'ai dit, on l'appelle le béryl rose. Voilà. Tu pourras la présenter grâce aux photos que je t'adresserai. Que tu m'as déjà envoyé. Et en fait, tu ne sais pas, mais quand tu parles, elle y est déjà. Bon, tu couperas. Je fais que ça à couper en fait. C'est pour ça que je mets 20 heures à monter mes émissions. T'es un coiffeur en fait. C'est ça. Bon, voilà pour la morganite et sa spécificité. La pierre suivante, c'est la tanzanite. La tanzanite a été découverte en Tanzanie, assez facile à reconnaître. C'est une pierre qui travaille sur le troisième œil
qui est considérée comme une pierre de spiritualité. En gros, c'est une pierre qui va aider les personnes à développer leurs dons. Tu vois, elle est très très bonne pour les médiums, ou en tout cas tous ceux qui veulent développer leurs intuitions. D'accord. Et tu fais comment du coup? Tu dors avec ta tanzanite à côté de toi et ça t'envoie dans le pays des rêves Non, tu la portes sur toi ou tu médites avec. D'accord. Tu peux l'emmener. Maintenant, il y a toujours une règle. Si tu es une personne assez ancrée, tu peux la mettre sous ton oreiller. Mais si tu es une personne qui, comment te dire, est déjà, tu vois, très connectée là-haut et qui a besoin de revenir sur Terre, bah, si tu t'amuses à faire ça, tu vas encore plus te déconnecter. Donc, de la même à ce moment-là, tu mets une tanzanite à ton oreiller et tu mets une tourmaline noire à tes pieds. C'est-à-dire pour bien rester, voyager, mais toujours revenir. Et puis en bonne conscience, tu vois, ce genre de choses. Ah, c'est intéressant. D'accord. Une pierre que dont j'avais envie de vous parler ce soir et qu'on connaît beaucoup moins, c'est le saphir vert. Tout le monde connaît le saphir qui est bleu, tu vois. Mais le saphir vert, c'est une pierre dite rare en gémologie. Elle travaille sur le cœur, ouverture de cœur, guérison de cœur et concrétise les élans de cœur. C'est-à-dire qu'elle donne le courage aux personnes qui n'osent pas exprimer leurs amours de le faire. Donc ça, c'est une pierre que j'aime beaucoup parce qu'elle est très très puissante, très forte, mais avec une forme de douceur. Tu vois, elle est pas brute, elle est pas agressive. Et comment faire avec elle? La porter, évidemment. Et on peut dormir avec elle, qu'on soit plus éthéré ou très ancré, elle ne fait que du bien. Sous son oreiller, un saphir vert ne pourra que vous faire du bien. Voilà. Et enfin, je vais vous parler de l'apatite. Comment décalcifier la glande pinéale? Puisque tout le monde connaît ou maintenant a appris que la glande pinéale existait, si ce n'est pas déjà fait, il faut savoir qu'avant, la glande pinéale avait la taille d'une noix et qu'aujourd'hui, elle a la taille d'une petite cacahuète chez tous les humains, tu vois, à peu près. Pas chez les Tibétains, parce que voilà, mais pour beaucoup, en tout cas, c'est comme ça, parce que justement, eux travaillent leur glande pinéale, tu vois ce que je veux dire. Il faut savoir que la glande pinéale se trouve dans notre crâne, au milieu à peu près, et qu'on a des cristaux d'apatite dans la glande pinéale. Tu vois ce que je veux dire? Notre glande pinéale est constituée de cristaux d'apatite. L'apatite, c'est cette pierre-là. C'est une pierre bleue. Et comment faire? Comment cela se fait-il que notre glande pinéale s'est retrouvée calcifiée? Elle s'est retrouvée calcifiée à cause du fluor, parce que le fluor calcifie la glande pinéale. Et on peut, évidemment, puisque la glande pinéale est souple et peut retrouver sa place, on peut travailler sur elle de plusieurs manières, par la méditation, par la visualisation et avec la lithothérapie, en prenant l'apatite qu'on porte sur soi, évidemment, mais que l'on peut mettre dans de l'eau pour que l'apatite informe l'eau et que l'eau informe les cristaux d'apatite. Tu vois l'idée? Et donc, c'est une pierre que l'on peut prendre. Moi, je la boite, enfin, on en boit tous les jours de l'eau informée à l'apatite. Parce que c'est important de travailler sa glande pinéale et de permettre à sa glande pinéale qui, malheureusement, reçoit trop de produits chimiques, de différents vecteurs, dont le fluor. Il faut qu'aujourd'hui, tous et toutes, on travaille à décalcifier cette glande pinéale pour passer de la taille de la petite cacahuète à la noix, qui est l'état naturel et normal de la glande pinéale chez l'homme. En quoi ça consiste? Tu imagines, elle est centrale, elle est en relation avec tout le système de tous les corps, elle développe les capacités. On dit que l'homme nouveau a une glande pinéale éveillée. Donc moi, j'invite tout le monde à travailler sur cette dimension-là, à savoir décalcifier leur glande pinéale. Ouais. Mais de toute manière, c'est un sujet effectivement qui touche beaucoup de nos spectateurs, téléspectateurs, qui sont tous sensibilisés à ça, à cette, on va dire, relation avec ce qui est un petit peu autour de nous, ce qui est un petit peu invisible, et c'est vrai que ça passe à travers la glande pinéale. Donc voilà. Donc du coup, si on couple l'apatite avec la tanzanite, là c'est direct.
C'est-à-dire que l'apatite, rappelle-toi, l'apatite, la glande pinéale qui s'est située dans le crâne, la tanzanite, le troisième œil. Hein. Donc, chacune a une sphère différente. Mais évidemment qu'il faut coupler l'une et l'autre, mais se rappeler qu'il faut aussi rester bien ancré. Et c'est pour ça que je vais te parler de la dernière pierre du soir. Ah ben oui, l'ancrage. Donc, ma pierre d'ancrage, c'est ma copine du moment, c'est le quartz fumé. Tu vois, mais la photo que tu montres est merveilleuse et le montre parfaitement. Le quartz fumé, c'est une pierre de protection, mais attention, parce que la tourmaline est aussi une pierre de protection, mais elle ne protège pas la même chose. La shungite, c'est les ondes électro, tout ce qui est électromagnétique. La tourmaline, pareillement, tout ce qui est électromagnétique. La shungite va dépolluer, tu sais, les eaux qu'on boit, hein, évidemment. Donc l'une va dépolluer, l'autre tout ce qui est ondes électromagnétiques, et la quartz fumée va protéger du bas astral, puisque tu as parlé des gens qui nous regardent et qui en fait ont conscience des mondes qu'il y a de l'autre côté, on va dire ça comme ça, le monde invisible aux deux yeux physiques, mais très visible au troisième œil. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des bonnes énergies et des énergies qui ne sont pas vraiment bonnes, pour pas dire pas bonnes du tout. Et le monde du pas bon, on l'appelle en caricature le bas astral. Donc, le quartz fumé est un cristal qui protège des larves énergétiques et du bas astral. Ça, il faut le savoir. Donc, forcément, quand tu veux voyager là-haut, il faut toujours garder les pieds bien sur terre pour éviter les mauvaises rencontres. Parce que même de l'autre côté, on pourrait en faire de mauvaises rencontres. D'accord. Alors, est-ce que typiquement, c'est pas le genre de pierre qu'il faudrait avoir toujours chez soi, un petit peu aux quatre coins de sa maison pour avoir une espèce de barrière de protection? Oui. Moi, personnellement, j'ai dans les points dits stratégiques de maison quartz fumé, tourmaline et un cristal de roche qui est un amplificateur. Parce que rappelle-toi que le cristal de roche est neutre. Il a sa propre énergie, mais mis en relation avec d'autres cristaux, il amplifie le travail de ces cristaux-là. Et le quartz fumé en fait partie, évidemment. Il y a deux mondes dans le cristal quartz fumé. Il y a le quartz fumé qui est dans les tons marrons, comme je viens de le montrer, qui est assez clair. Et il y a celui qui est encore plus concentré, qui est une variété concentrée du quartz fumé, qui s'appelle le quartz morion. Et lui, c'est un quartz avec un marron très, très soutenu, presque noir. La différence entre les deux, c'est le prix, évidemment. Évidemment. Merci Amel pour cette première partie. Puis ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve Amel sur le fameux numéro 71 qui n'a jamais vu le jour et dans lequel elle nous présente aussi tout un tas de pierres et d'huiles essentielles. À toi, Amel. De quoi vas-tu nous parler ce soir, Amel? Oh là Quelle là. pierre t'a inspiré? Écoute, c'est une thématique qui m'a inspirée. Une thématique qui est chère à tout le monde, c'est la thématique de l'amour. Alors donc, je vais commencer par quelques pierres et puis donner les correspondances au niveau des huiles essentielles pour ceux qui sont plus à l'aise avec les huiles essentielles. Alors la première pierre, c'est l'émeraude. L'émeraude, c'est la pierre qui est reliée au chakra cardiaque, hein, on parle du centre énergétique du cœur. Hein. Elle nous aide à nous ouvrir à ce qu'on appelle l'amour véritable. Elle aide à travailler sur les blessures de l'âme. Quand il y a des blessures de rejet, des blessures de difficulté à communiquer ou à s'ouvrir à l'autre, l'émeraude est une pierre qui agit extraordinairement ainsi. L'émeraude a une petite particularité, c'est qu'elle ne se marie qu'avec le cristal de roche, puisque le cristal de roche va amplifier les bienfaits de l'émeraude. L'émeraude est une pierre que lorsque l'on met en relation avec une autre pierre, a tendance à se fermer, être plus discrète. Elle ne peut pas être en synergie directe avec une autre pierre autre que le cristal de roche. Ça, je le dis à ceux qui sont très pointilleux hein, dans les pierres. Hein. Après, c'est à vous de sentir avec laquelle vous êtes à l'aise. L'émeraude, c'est une pierre qui va restaurer la confiance, puisque quand il y a blessure, forcément, il y a une perte de confiance. Ça, c'est ma première, je dirais, la pierre phare
hein, en pierre d'amour. La deuxième pierre, c'est la pierre de lune. La pierre de lune n'est pas la spectrolite. La spectrolite, c'est celle que tout le monde connaît sous le nom de pierre de lune, mais qui n'en est pas une, parce qu'elle est dans les tons blancs, nacrés, irisés, avec un peu de bleuté. Ça, c'est la spectrolite. C'est une variante de pierre de lune, mais c'est pas la réelle pierre de lune. La réelle pierre de lune, alors je ne sais pas si tu vois, mais la pierre de lune, voilà, ça a cette couleur-là. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir au niveau de la couleur et de la présentation par rapport à une spectrolite. La pierre de lune, c'est la pierre d'Aphrodite, comme on l'appelait dans les temps anciens. C'est la pierre de l'amour par excellence. Elle renforce l'amour, elle apporte la douceur et la compréhension dans la relation à l'autre. C'est une pierre que les femmes, quand elles souhaitent développer leur fertilité, peuvent porter parce qu'elle porte aussi cette dimension pierre de la fertilité. Alors bien sûr, fertilité ne veut pas dire enfanter, hein. Pierre fertilité, c'est quand on a un projet qui nous tient à cœur et auquel on souhaite donner vie, par exemple. Dans une autre variante dans le couple, c'est la turquoise. La turquoise, c'est une pierre de communication qui permet de développer et de s'ouvrir dans la communication à l'autre. Et enfin, la quatrième pierre, l'avant-dernière que je vais vous présenter, c'est la quartz rose. Là, tout le monde connaît. Le quartz rose, c'est le bloc rose, hein, comme le nom l'indique. Là, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que c'est une pierre qui peut très bien agir dans une relation de couple, que vous pouvez même poser dans votre lieu de travail. Non pas que tout le monde va tomber amoureux de vous, hein, c'est pas le but, mais en fait, ça va apaiser les relations. C'est une pierre qui apporte la sérénité, qui renforce le calme, je dirais, qui ouvre à sa propre sensibilité et qui répare les cœurs blessés. Ça, c'est les propriétés du quartz rose. Excuse-moi, Amel. Est-ce que c'en est, ça, du quartz rose? Non, on dirait de l'améthyste, plutôt. Donc, c'est violet, l'améthyste. Donc, l'améthyste. Voilà. La pierre violette, par contre, dans le couple, agit différemment. Puisque tu en parles, je vais faire une petite parenthèse. L'améthyste, ça va être une pierre qui va, comment te dire, qui va calmer tout ce qui va être tension. C'est une pierre, voilà, qui calme les tensions. C'est de la pierre, dans les chambres à coucher, il y a deux pierres qui sont très bien. Dans les chambres des amoureux ou même la chambre des enfants, c'est le quartz rose et l'améthyste. Ces deux pierres travaillent très bien en symbiose, tu vois. Parce que d'abord d'une, ça apaise, ça apporte des beaux rêves, hein, comme on dit, ça éloigne les mauvaises énergies. Et en plus, ça détend. C'est-à-dire que si tu veux, quand il y a trop de pression dans le cérébral, du genre, tu penses aux impôts, aux factures, aux choses qui stressent, ça fait, tu sais, ça fait redescendre la pression, l'améthyste, cette vertu-là. Donc, la pierre que tu as, par contre, la pierre que tu as d'améthyste, tu t'en occupes pas trop. Tu ne la mets pas, est-ce que tu la mets à la terre pour qu'elle se recharge et se décharge? Comment ça, tu mets ta pierre à la terre? Ça signifie quoi, ça? Moi, je pose ma pierre sur mon bureau et puis voilà. Elle disait... J'ai pris trop d'énergie, il faut que j'aille à la terre, tu vois. Tu connais SOS terrien en détresse, ça c'est SOS pierre en détresse. Donc là, si tu veux, ta pierre, elle a absorbé toutes tes réflexions parce que tu es extrêmement cérébral, hein, je t'apprends rien que tu ne saches déjà. Et les pierres, ça t'absorbe tout ton excès de feu, quand on est beaucoup trop solaire, ou quand on est trop, tu vois, on fait le tour de France dans sa tête, à réfléchir à 10 000 choses à la fois. Et l'améthyste est très forte pour ça. Elle absorbe l'excès. Mais tu te doutes bien qu'il faut bien qu'elle le décharge pour pouvoir être une bonne compagne de travail avec toi. C'est un partenariat. Pour qu'elle s'occupe bien de toi, il faut aussi que tu t'occupes bien d'elle. Alors, comment faire à cette petite question? Parce que je fais une petite parenthèse, tu m'en as donné l'opportunité et l'occasion. Tu prends ta pierre et tu l'amènes à la terre. L'amener à la terre, ça veut dire que si tu as un carré de jardin à côté de chez toi, tu la mets à la terre une nuit. Côté pierre, hein, tu vois là où tu as le côté violet si tu préfères. Posée à la terre, tu la laisses la nuit entière, tu la récupères le lendemain et la pierre, elle est déchargée. Ne jamais mettre les pierres avec du sel. C'est de la même manière que vous, nous humains, je veux dire. Si on se lave comme ça avec du gros sel, je ne sais pas si tu vas apprécier. Franchement, ça brûle. Ça fait le même effet pour les pierres. Les pierres, elles aiment l'eau courante parce que quand on se lave dans une eau stagnante,
je dirais on reste soi-même dans le bain de ses propres microbes, c'est pas top. Donc pour se laver, on se lave dans de l'eau courante. C'est de la même manière pour pour les pierres. Et quand on veut se recharger, tu vois, on dit toujours allez marcher dans la nature, ça vous fera du bien. C'est pareil pour les pierres. Reconnecter avec la nature, ça leur fait forcément du bien puisque c'est de là d'où elles viennent. Voilà. Donc Miasme TV, c'est la chaîne où les pierres vous parlent. Je ne savais pas que effectivement ma pierre. Tu as raison, ça fait plus de 15 ans que j'ai cette pierre-là. Elle n'a vu que mon bureau. Elle n'a jamais été se promener. Donc, écoute, je m'engage à aller lui faire un petit tour dehors ce week-end. Comme ça, elle t'en sera sûrement reconnaissante la semaine prochaine et elle te le dira. Voilà, tu me la montres, comme ça je te dirai comment elle se porte. Par contre, l'améthyste n'aime pas le soleil, parce qu'avec le soleil, elle perd son éclat. Elle s'éclaire. Et ça, c'est pas le but. Philippe, remonte ton améthyste, s'il te plaît. Philippe. Là, tu la vois, c'est bon? Voilà. En fait, c'est violet foncé. D'accord? Et l'améthyste, merci, on la voit. Merci Philippe pour la présentation. Voilà. Et l'améthyste, elle est violette. Après, il y a des tons d'améthyste plus clairs. Faut pas non plus exagérer. Mais à l'origine, elle est vraiment foncée. Donc, si tu ne veux pas lui porter nuisance, il y a des pierres qui se rechargent au soleil, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de pierres qui se rechargent le soir. Parce qu'elles ont besoin de reconnecter avec l'énergie de la terre tranquillement. Et l'améthyste fait partie de la deuxième catégorie. Entendu. Elle fera son petit tour cette nuit dans mon jardin. C'est gentil. Et donc tu en étais du coup à ta 5e pierre, qui sera donc la 6e. Voilà, la 6e. Attends, j'ai montré l'émeraude, la pierre de lune, la turquoise, le quartz rose et donc en 5e, la tourmaline rose. Alors tout le monde connaît la tourmaline, enfin tout le monde, tous ceux qui s'y intéressent évidemment. Et noir. Tourmaline, c'est la tourmaline noire. Voilà, quand on parle de tourmaline, spontanément, on pense à la tourmaline noire. C'est un bloc noir, comme le nom l'indique, qui travaille, elle, sur la protection. Protection et ondes électromagnétiques. Ça, c'est le propre de la tourmaline noire. La tourmaline rose rentre dans la catégorie des pierres du cœur, comme je les appelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle travaille sur atténuer l'anxiété lorsque l'on veut exprimer ses émotions et ses sentiments. C'est la pierre de prédilection des introvertis qui veulent aller vers les autres. Alors forcément, qui dit relation, dit se tourner vers l'autre. Et donc, la tourmaline rose, à porter en pendentif ou en bracelet ou à la main ou dans la poche, c'est vraiment une pierre qui va aider toute personne qui a du mal à exprimer ses sentiments, à pouvoir les exprimer en toute sérénité. Pour les timides, tu vois, ils cafouillent, ils ont l'anxiété, ils se sentent pas bien, tu vois, quand ils doivent parler. Et ben là, ça va les apaiser et ça va leur permettre d'avoir le verbe libéré. Très bien. Donc. Attends, et maintenant, je vais te raconter alors les huiles essentielles. C'est là où je voulais effectivement venir, c'est côté huile du coup. Qu'est-ce que tu conseilles pour finalement faire naître l'amour, l'entretenir et le faire durer? Alors, écoute, je vais parler de quelques huiles très, très, très succinctement. Bien sûr, on est bien d'accord que ce sont des outils d'accompagnement thérapeutique, mais ça ne fait pas la thérapie en prenant tout ce que je viens de vous raconter. Ça vous aidera à débloquer, à prendre conscience, à renforcer ou à éveiller. Et ça, c'est très, 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 très bien. Et puis, ça va vous permettre de développer votre intuition avec vous-même, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Voilà. Alors, dans la famille des huiles essentielles, on va commencer par, je vais reprendre de là où j'étais, la tourmaline rose. Son pendant en huile essentielle, c'est l'huile essentielle de vétiver, puisque l'huile essentielle de vétiver va travailler sur le stress, sur l'anxiété. Donc, quand on veut aller vers l'autre, forcément, on est un peu anxieux, etc., etc. Ça peut arriver. Et là, appliquer quelques gouttes d'huile essentielle de vétiver sur le poignet et permet de retrouver le calme et la sérénité. Bien sûr, à diluer dans de l'huile végétale, pour ceux qui n'ont pas une peau mate, qui permettrait d'avoir un contact d'huile pure. Donc, le principe, je le répète, c'est 2 gouttes d'huile essentielle de vétiver pour 5 gouttes d'huile végétale. Végétale, celle que vous voulez de votre choix, il n'y a aucune incidence.
Ensuite, deuxième huile essentielle, c'est l'huile essentielle de néroli ou le petit grain Big, voilà, merci. Alors, le néroli a une spécificité, c'est qu'il travaille sur la confiance en soi. Il apaise les chocs quand il y a rupture, séparation, ou les angoisses dans une relation qu'on peut avoir à des moments ou à d'autres. Et le néroli va vraiment nous permettre de retrouver notre feu intérieur et replacer au niveau émotionnel, tu sais, quand c'est un peu comme ça, va permettre de retrouver le calme. Ce qui est important dans une relation, pour la faire perdurer, c'est de ne pas perdre pied, de ne pas se laisser emporter par des émotions ou ce genre de choses. Alors, la posologie, pareillement pour le néroli, ça va être 2 gouttes d'huile essentielle, mais là, appliquée au niveau du plexus solaire. Le plexus, c'est l'estomac. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où on stocke tout notre stress, de prime abord. D'ailleurs, on le sait, parce que quand on est stressé, on dit bien qu'on a l'estomac noué. Alors, ensuite, autre zone relative au couple, aux huiles essentielles, celui-là, c'est le patchouli. Le patchouli, c'est l'huile essentielle de la sensualité. Parce que ça peut arriver que dans les couples, des fois, il y a, comment dirons-nous, une baisse de régime dans la passion, et l'envie de se retrouver. Regarde, Philippe, réveille-toi, réveille-toi. Et là, un petit peu d'huile essentielle de patchouli mélangée au santal et à l'ylang-ylang permet de retrouver le feu amoureux dans le couple. Alors, la posologie ou la dose est la suivante. 2 gouttes d'huile essentielle de ylang-ylang, 2 gouttes de patchouli, 2 gouttes de santal, 5 à 7 gouttes d'huile végétale. Et là, vous avez un cocktail d'huile essentielle de sensualité pour rétablir la communication charnelle. Et si ça ne marche pas, vous mettez la bouteille. Voilà, et si ça ne marche pas, vous m'appelez, on commence une thérapie pour comprendre où est-ce qu'il y a le blocage. Et enfin, la dernière, c'est la rose. Donc moi, je vous parle de l'huile essentielle rose damascena, qui est l'huile essentielle de l'amour universel, de l'amour inconditionnel, qui remplit, qui apporte la compassion, la tendresse, qui répare les blessures affectives. Parce que quand il y a blessure, ça s'inscrit forcément dans notre centre énergétique de cœur, et ça s'inscrit aussi sur notre peau, puisqu'il faut savoir que la peau retient les émotions et les mémoires. Et la rose damascena permet de travailler aussi bien en olfactothérapie qu'en application sur la peau, sur tout ce qui a rapport à l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour avec les autres. Amel, du coup, il y a quand même une question qui revient assez souvent dans le courrier des lecteurs. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire sur faq.miasmetv@gmail.com. Les gens me demandent comment est-ce qu'on peut faire pour acheter des pierres sur ton site. Parce qu'effectivement, moi j'ai été voir sur quantum.org dans la partie boutique et j'ai pas trouvé comment acheter les pierres que tu vends. Alors est-ce qu'il faut absolument rentrer en contact avec toi et puis venir sur votre site pour pouvoir s'approcher des pierres? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, comme tu le sais, avec Aymeric, dans l'émission sur les crânes de cristaux, on avait expliqué qu'on ressentait les pierres qui allaient à telle ou telle personne. Et pour avoir accompagné encore des personnes, je peux te certifier que des fois, les gens sont malheureusement mal dirigés parce que tu trouves sur Internet où tu vas trouver un site qui va dire une chose et un autre qui va dire autre chose. Je te donne un exemple. Une fois, j'ai eu un monsieur, c'est le dernier en date que j'ai, qui m'appelle et qui parle de sa séance et il me dit, écoutez, tel médium m'a conseillé la pierre de lune pour mon ancrage. Et là, j'ai eu un moment de silence parce que la pierre de lune ne travaille absolument pas l'ancrage. C'est une pierre de féminité qui travaille la fécondité et l'intuition et qui fait aller au fond des émotions. Alors, imagine une personne en dépression qui va au fond des émotions. Bref, voilà pourquoi avec Aymeric, nous avons fait le choix de ne pas mettre de vitrine parce que je préfère que les gens me contactent, que je les ai par mail ou par téléphone et que je vois avec eux de quels cristaux ils ont besoin et pourquoi ils en ont besoin. Et à partir de là, ils n'ont pas besoin de venir jusqu'à moi dans le sud de la France. Je leur envoie par la poste puisque la poste fait du bon boulot et qu'on a des petites boîtes selon la taille. Donc, écoute, le cristal le plus lourd qu'on a envoyé faisait
35 kilos et il est bien arrivé. Donc, voilà. Que les gens nous contactent par contact@quantahomme.org. Ok, de toute manière, vous avez toutes les informations, effectivement, ainsi que le numéro de téléphone sur quantum.org. Voilà. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve Amel dans la troisième partie qui était censée voir le jour dans Miasme numéro 72. Allez, on t'écoute de suite. Écoute, je vais reprendre là où nous en avons, de ce dont nous avons parlé la dernière fois, à l'approche de l'hiver. J'avais dit, je vais préparer une spéciale anticipée pour l'hiver. Donc, comment se préserver au mieux de l'hiver, c'est booster ses défenses immunitaires. Tu as raison, vas-y. Parfait. Alors, je vais présenter différentes huiles essentielles, ainsi que ce qu'on peut trouver en pendant en cristaux, puisque tu sais que je présente l'un et l'autre. Alors, la première, c'est la Ravintsara, pas la Ravensara, mais la Ravintsara. C'est une huile essentielle qui va stimuler les défenses immunitaires. Comment l'appliquer? 2 gouttes sur le poignet, 4 à 5 fois par jour. Par contre, c'est interdit aux enfants de moins de 6 ans, interdit aux personnes épileptiques, aux femmes enceintes, aux personnes qui ont des troubles cardiaques et des problèmes de santé bien marqués. C'est à prendre en toux grasse, mais pas en toux sèche, par exemple. Si quelqu'un a une toux grasse, c'est très très bon parce que ça va l'aider. En revanche, pas en toux sèche, parce que la Ravintsara contient un composé asséchant. Première huile essentielle. Une huile essentielle qui est très bonne aussi pour booster quand on est fatigué. C'est le pin sylvestre. Alors, le pin sylvestre, on prend le flacon d'huile essentielle et on va inspirer plusieurs fois par jour. Donc, on ne l'applique pas forcément sur soi. On inspire profondément et on sent vraiment, tu vois, les effluves rentrer en soi. Si on veut l'appliquer, on peut aussi le faire, c'est 1 à 2 gouttes sur le poignet. Par contre, si on veut aussi, petite recette, si on veut, parce on se sent vraiment fatigué et on veut stimuler les glandes surrénales, puisque en médecine chinoise, ce sont les glandes surrénales qu'il faut stimuler quand il y a de la fatigue, c'est on applique 3 gouttes d'huile de pin sylvestre dans 5 à 6 gouttes d'huile végétale et on masse au-dessus des reins dans le dos. Voilà, c'est là où on stimule. On le fait uniquement le matin, puisque le principe d'un stimulant, c'est que si tu le fais le soir, t'es bon pour le faire le ménage chez toi ou enregistrer plusieurs émissions, puisque tu n'es pas fatigué et tu ne vas pas dormir. Alors ça, c'est mes 2 premiers, je dirais, les huiles essentielles phares. Ensuite, on va parler d'autre chose. Quand on n'est pas bien, en général, on est un peu pessimiste. On perd un peu le sentiment de joie, tu vois. Le soleil s'en va, donc forcément, notre soleil intérieur aussi est en souffrance. Et là, on peut se tourner vers les huiles essentielles qui sont riches en ester. Alors, je dis bien en ester parce que les composés des huiles varient. Donc, l'huile essentielle riche en ester, il y en a une qui est peu connue, qui s'appelle le sapin baumier. Alors, c'est facile à retenir. Sapin baumier donne du baume au cœur. Tu vois, baumier, baume au cœur. Pour les systèmes mémotechniques. Le sapin baumier stimule les endorphines. Or, tout le monde le sait, l'endorphine est l'hormone du bien-être. C'est une huile essentielle qui va nous aider à lutter contre l'état de dépression saisonnier. Elle renforce la vitalité, la joie de vivre, l'optimisme, le courage et a une odeur vivifiante. Une autre huile essentielle que j'aime beaucoup, c'est le sapin de Sibérie. Alors, l'huile essentielle, l'odeur est très douce, très agréable. Elle va stimuler tout ce qui est détente, douceur et bonne humeur, tu vois. Et enfin, moi, j'ai ma petite trinité d'huiles essentielles pour apporter de la chaleur en soi, joie de vivre et optimisme, la bergamote, le néroli et le petit grain. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on fait, Amel, avec toutes ces huiles essentielles? Est-ce qu'on les applique? Est-ce qu'on les applique pas? Est-ce qu'on les sent? Tout ce que je viens de te décrire, les huiles essentielles, sapin baumier, sapin de Sibérie, bergamote, néroli ou petit grain, peuvent s'appliquer de la même manière que les précédentes, à savoir 2 gouttes sur le poignet, diluées dans quelques gouttes d'huile végétale pour éviter toute réaction dermocaustique. Évidemment, les personnes allergiques, vous oubliez la partie aromathérapie, on ne va pas jouer avec ça. Et la particularité des huiles essentielles, c'est qu'il ne faut pas les appliquer plus de 3 semaines quand il y a une application sur le corps pour éviter toute accoutumance.
Donc, on peut le faire 3 semaines, on fait une pause et on reprend. Ou alors, on fait ce que je préconise, on applique pendant 3 semaines. Ensuite, on fait de l'olfacto, c'est-à-dire qu'on l'inspire sous le nez profondément. Comme ça, il n'y a pas de contact physique, mais en même temps, on a l'information dans le corps. Ça, c'est pour les huiles essentielles. D'accord. Alors, là, ça va faire plusieurs émissions où tu nous donnes tout un tas de conseils sur les huiles essentielles. Est-ce qu'il n'existe pas une huile, tu vois, où elles sont toutes mélangées ou... Parce que presque, il faudrait presque toutes les prendre, parce que tu n'as que des bons conseils. Ben, merci. Après, moi, personnellement, ça m'arrive de mélanger 3 huiles essentielles. Je fonctionne sur le système de Trinité. 3 huiles essentielles selon l'effet que je veux travailler. Par exemple, si les gens veulent vraiment se dire, bon, ben, on va se faire un complexe joie, optimisme, et on traverse l'hiver sereinement en ayant notre chaleur intérieure. Ben, tu peux mélanger le sapin baumier au sapin de Sibérie, et à la bergamote, par exemple. Parce que ce qu'il y a de chouette avec la bergamote, c'est que ça travaille aussi sur la psyché, en aromathérapie vibratoire. On dit que la bergamote éloigne les pensées négatives. Alors, comme l'hiver a tendance à nous tourner vers nous-mêmes, c'est assez intéressant de prendre une huile essentielle qui va travailler en vibration pour nous maintenir dans un bel état d'esprit. Et la bergamote, ce qu'il faut savoir de la bergamote, c'est que si tu veux, c'est vraiment une huile essentielle qui apporte la chaleur. Elle a vraiment cette spécificité-là. Elle calme les nerfs. Alors pour les gens extrêmement nerveux, la bergamote serait un allié. Moi, je te dirais même prendre un shampoing à la bergamote. Tu vois, ça existe en magasin bio. Pour les gens qui sont extrêmement nerveux, c'est d'intégrer davantage la bergamote dans leur repas, dans leur tisane à la bergamote, comme tu l'as dit. Parce que c'est vraiment calmant, mais sans forcément être sédative. Alors, je poursuis. L'huile essentielle, forcément, les gens vont dire, oui, mais moi, je suis plus habituée. C'est plus commun de dire qu'on se tourne vers des huiles essentielles à l'agrumes, puisque les agrumes stimulent la joie de vivre et apportent l'allégresse. C'est vrai. Et dans la famille des huiles essentielles d'agrumes pour l'hiver, on a le pamplemousse qui renforce la force, le courage et la communication. On a le citron vert qui recentre les énergies vitales, et on a l'orange douce, qui est un incontournable de la trousse de secours de tout aromathérapeute qui se respecte et qui développe la joie et l'optimisme. Alors, l'orange douce, il faut être vigilant d'une chose, c'est que les gens peuvent réagir plus facilement. Parce que j'ai observé des personnes qui réagissaient sur de l'orange douce et qui ne réagissaient pas sur le pamplemousse, tu vois, par exemple. Vous vous rappelez de cette pub, de ce savon qui s'appelait Zest, où c'était un savon au citron ou à l'orange. C'est ça, pour stimuler et réveiller. C'est ça, c'était en plus ça le message qui était derrière. Et oui, mais pourquoi? Parce que Zest citron, donc tu vois, c'est le principe des agrumes. Les agrumes sont vraiment ont des principes toniques. Donc ça réveille la joie et en aromathérapie, il y a ces principes-là. Tu sais, les shampoings et les gels douche, comme tu l'as dit, selon les plantes qu'ils appliquent, ylang-ylang, relaxation, stimulant, tu vas avoir fèves de cacao et ce genre de... Voilà, ils savent très bien faire ils appliquent de l'aromathérapie dans leurs produits. Et c'est ces principes aromathérapeutiques qui agissent sur la personne. Bah écoute, moi je prescrirais bien 1 litre de Zest à notre ami Philippe. Oui, salut Philippe. Ben, je suis bloqué. Vas-y, ferme le micro. Oh, mais t'étais pas bloqué, mon Philippe. Voyons, personne ne t'a bloqué. Alors tu peux. Par contre, je ne connais pas l'huile essentielle anti-parano là. Non, j'avais plus de son. Mais nous, on avait l'image, t'inquiète pas. On te voyait, Philippe. On te voyait. Alors, du coup, Amel, côté lithothérapie maintenant. Côté lithothérapie, alors je vais vous parler de quelques cristaux, quelques pierres qui sont connus pour stimuler les défenses immunitaires. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les pierres, évidemment, et vous allez là où vous sentez la résonance. La première auquel je pense, c'est l'aigue marine. L'aigue marine, qui est dans les tons bleu ciel, renforce le système immunitaire globalement. On a une deuxième pierre, c'est l'aragonite. Elle fortifie le système immunitaire, elle aide en plus à assimiler et à fixer la vitamine A et la vitamine D. Elle est connue pour être ce qu'on appelle la pierre des os.
On a en troisième pierre la citrine. La citrine, c'est une pierre jaune, jaune très vif. Hein. Elle booste l'énergie, elle stimule le système immunitaire. Elle est recommandée comme étant une pierre que l'on doit installer dans la chambre des personnes qui sont malades, parce qu'elle va aider en fait le système immunitaire à remonter et à ce que tous les centres énergétiques et les organes vitaux à retrouver leur état optimal. La pierre suivante, c'est la charoïte. Ça s'écrit charoïte, si les gens veulent le trouver sur Internet. Hein. Ça s'écrit charouat, si tu préfères, hein, parce que c'est un i tréma. Charoïte. La charoïte stimule le système immunitaire et fortifie l'organe du cœur. C'est une pierre qui est violette tachetée au niveau des couleurs. Et la dernière, c'est la diopsite. Alors, la diopsite, elle, a une autre particularité. Le magnésium qu'elle contient, elle agit sur le magnésium, hein, parce qu'elle contient du magnésium, si tu veux, hein, la diopsite. Le magnésium qu'elle contient permet la stimulation des défenses du corps physique et elle permet d'éliminer la fatigue. La diopsite a un spectre bien plus large puisqu'elle agit sur toutes les glandes du corps. Et là, bah, tu vois, toutes les pierres que je t'ai présentées sont des pierres qui ont vraiment comme visée la stimulation des défenses immunitaires. Entendu. À votre ressenti maintenant. Et comment les utiliser? Parce que tu vas me dire, mais comment on fait? Est-ce qu'il faut se faire un joli collier comme tu as autour du cou? Voilà, mais ça, c'est un collier de pierre de lune, tu vois. Donc, voilà, soit on le porte sur soi, évidemment. Là, ce sont des pierres qui peuvent être portées en même temps. C'est pas comme l'émeraude qui n'aime pas être mariée aux autres. Celles-ci, elles n'ont pas de problème les unes avec les autres, tout va bien. Elles peuvent cohabiter ensemble dans la même maison, c'est-à-dire, ben voilà, autour de notre enveloppe corporelle. Hein. Soit on les porte, soit on fait ce que moi j'appelle un élixir. Alors, sans les écraser, hein, sans leur faire du mal, on prend un grand verre d'eau, d'accord? Le soir, avant de se coucher, on met au fond du verre d'eau la pierre roulée. En général, c'est les pierres brutes ou roulées. Hein. Et le lendemain matin, après 8 heures de pause hein, et d'information du cristal dans l'eau, on boit cette eau informée. Ça fait le même processus. Ça veut dire qu'on va intégrer l'information dans le corps sans avoir eu besoin de porter la pierre. Ouais. Des fois, c'est plus facile pour les hommes, tu vois, que d'avoir à porter un gros collier comme ça. Ou d'avoir la pierre roulée, ou d'avoir embrassé. Alors, c'est quoi une pierre roulée? Une pierre roulée, tu vois, c'est une pierre qui a été travaillée parfaitement et qui est totalement polie. Tu vois ça? Alors après, la forme, normalement, c'est la pierre roulée plus conventionnellement est toute petite. De façon à ce que tu puisses la mettre dans ta poche sans qu'elle te dérange. À la différence des pierres, là, tu vois, par exemple, c'est une citrine. Hein, je parlais de la citrine tout à l'heure. Alors là, elle est taillée en biseauté puisqu'elle est en pointe et là, elle est brute. Tu vois? Alors, entre les deux, et ça, il y a le travail de l'homme, hein, entre les deux, évidemment. Hein. Et, moi, personnellement, j'aime bien les pierres qui ont cette énergie. Travaillée d'un côté, certes, mais où tu as quand même la vibration de la pierre d'origine. Et après, tu as, comme celle-ci, la pierre facettée. C'est facile, hein, tu vois, d'où le mot facetté. Tu as des multiples facettes. C'est Emery qui t'a offert ce diamant? Ah, t'as vu, hein, il est énorme, hein. Cristal de roche, regarde ça, t'as vu, Non, ça, c'est un des solides platoniques, s'il te plaît. Un peu de sérieux. Un jour, je te parlerai des solides de Platon. Oui, parce que je vois pas du tout ce que c'est, mais c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, tu me sors des mots nouveaux, et j'ai envie de te demander, mais alors c'est quoi? Mais du coup, l'émission, elle ferait 24 heures. Ok. Voilà. Tu devras faire de preuve de patience. Voilà, ça sera pour la prochaine fois. Eh bien, merci beaucoup, Amel. Mais de rien, Antoine. Merci à vous et pour l'écoute. Voilà. Alors, Amel, avant de conclure cette émission, je voulais parler du deuxième site que vous avez, hein, qui est sorti le mois dernier. Il s'agit de atlas-balancing.fr. Voilà, à bien saisir le .fr à la fin. De quoi, en quelques mots, parle ce site et qu'est-ce qu'on va y retrouver?
atlas-balancing.fr est une e-boutique créée par mon mari Émeric Blanc, qui travaille sur des codes sonores, qui est sonothérapeute. Et Émeric a senti de rendre accessible à tous la possibilité de recevoir le soin de l'Atlas, du réalignement de l'Atlas par des codes sonores chantés à tout à chacun. Parce que vois-tu, la problématique qu'on avait, c'est que les gens étaient intéressés par le soin, puisqu'il s'agit de réaligner l'Atlas uniquement par des sons, puisque comme le dit le mantra védique Nada Brahma, le monde est son, donc le son agit sur la matière et les fréquences, évidemment. Et en fait, Émeric s'est rendu compte que les gens qui étaient trop loin se plaignaient de pas pouvoir recevoir le soin. Ensuite, il y avait des gens qui nous disaient, moi, écoutez, ça m'intéresse, mais vu le prix, je peux pas y accéder. Alors, ça nous a travaillé. Puis, à un moment, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une e-boutique pour permettre aux personnes qui veulent vivre le processus du réalignement de l'Atlas et qui veulent vivre le processus des codes sonores sur le corps et sur les corps, puisque les sons travaillent sur le corps émotionnel, sur le transgénérationnel, sur l'ADN, sur la Merkaba, sur les chakras, sur toute la structure osseuse. Comme tu peux le voir, il n'y a pas qu'un seul son. Il y a différents packs de soins et chaque soin est basé sur des sons sacrés qui ont une action sur les corps. Quand je dis les corps au pluriel, c'est corps physique, corps énergétique, corps causal, corps éthérique, etc., etc. Et donc, après des milliers de soins pratiqués, Émeric a décidé de le rendre accessible à tous. En fait, maintenant, simplement, le seul motif qui fait qu'une personne ne reçoit pas ce soin, c'est une personne qui te dit « j'ai pas envie de le faire ». Parce que concrètement, quand Émeric fait des formations, il offre la gratuité de soins, et ça, Philippe le sait, Émeric offre la gratuité des soins aux personnes bénéficiaires du RSA dans le cadre des formations qu'il fait ici. La e-boutique, avec le tarif que tu peux voir, qui est un tarif très préférentiel, c'est pour permettre aux personnes à budget intermédiaire de pouvoir vivre le soin. Et puis, ceux qui ont la capacité et les moyens peuvent évidemment le recevoir auprès d'un praticien formé par Émeric ou par Émeric lui-même. Voilà l'idée. D'accord. Toi, Philippe, tu as suivi les soins énergétiques d'Émeric ? Oui, en effet, j'ai fait l'Atlas, j'ai fait aussi Pandora, j'ai fait plusieurs soins, oui, exactement, oui. Ça marche assez bien. La sonothérapie aussi, tu as fait. Comment ? La sonothérapie, les bols de cristal. Oui. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti en tout cas après ce... Alors, l'Atlas, parce que bon, comme tu le sais, je pratique beaucoup de sports comme l'aïkido, donc on fait beaucoup de roulés-boulés, etc., de chutes. Et c'est vrai que j'avais ressenti que, comme j'avais les articulations qui étaient j'avais beaucoup mal à chaque fois. Et après ça, ça a mis à peu près 15 jours, 3 semaines de ressenti. Et j'ai senti vraiment que ouais, ça se ralignait. Mais ça a mis un petit peu de temps parce que vu que je fais un petit peu des chutes sans arrêt, donc ça a mis un peu plus de temps que certaines personnes. D'accord. Et alors, aussi, moi, j'ai testé les 3 premiers codes avec Émeric. D'ailleurs, on avait fait une émission. Et donc, j'avais voulu voir avec un petit œil d'expérimentateur si vraiment il y avait un effet ou pas. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que moi, ce que j'avais constaté, en tout cas pendant le soin, c'est que ma nuque avait craqué. Alors que je n'ai jamais la nuque qui craque, d'ailleurs j'aime pas ça, entendre la nuque craquer, ça me fait penser au film, il vous pète la tête comme ça. Et c'est ça. Et depuis, j'ai eu la nuque qui a craqué comme ça 3-4 fois, peut-être depuis 6 mois, et depuis plus rien. Et donc c'est vrai que c'est assez marrant de voir qu'il y a en tout cas un réel effet physiologique, on va dire, entre le son. Et puis là, c'est pas un effet placebo parce que c'est du mécanique, hein, et cette nuque qui, donc finalement, cet atlas qui se remet en place. C'est ça, Amel. En fait, les voyelles qui sont chantées sont bien, comme tu as pu le voir, hein, il y a différents sons et chaque voyelle va informer le corps de façon à ce qu'il se réaligne. Donc, contrairement à d'autres méthodes où tu forces le corps à prendre une position, là, tu es totalement dans un partenariat parce qu'en fait, tu vas trouver la note
puisqu'on est fait de notes et de fréquences, faut pas l'oublier, et on va trouver la note qui va parler au corps. Et c'est pour ça qu'il y a des effets sur des phobies. Des gens, ils nous font des retours sur des phobies qui sont juste hallucinantes, tu vois. On a des effets sur des personnes qui avaient des œdèmes. Ça faisait 6 ans qu'ils vivaient avec des boules dans le bras ou que sais-je encore. Et après le soin, ben, ils n'avaient plus rien. Alors que pendant 6 ans, ils avaient une piqûre par l'infirmière qui venait parce que ils avaient des douleurs, tu vois. Donc il y a vraiment des preuves évidentes, tout simplement, et c'est pas du tout un effet placebo, c'est vraiment un travail de voyelle sur le corps. Alors ça surprend, mais le propre de ce soin, c'est d'être un soin quantique. Donc ça veut dire que c'est pas du rationnel, ça va travailler sur votre corps avec la conscience du langage de votre corps et des notes musicales de votre corps. Ok, bon en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un joli tour ce soir sur eh bien, l'ensemble de vos compétences et passions, hein, que ce soit au niveau des plantes, des pierres ou des huiles essentielles. Voilà, vous pouvez retrouver les chroniques d'Amel et de Philippe dans tous les numéros de Miasme hein, depuis 6 mois. Ça fait même plus de 6 mois maintenant hein, qu'on a le plaisir de vous entendre à chaque numéro. Et puis à chaque fois, voilà, on apprend plein de choses. En tout cas, moi c'est mon cas. J'espère aussi que c'est votre cas. Que vous ressortiez de ces émissions avec toujours un petit quelque chose de nouveau en tête. Voilà. Eh bien les amis, je vous remercie. Merci de nous avoir reçus encore une fois. Merci à toi Antoine. Et puis je vous dis à dans 2 semaines, cette fois-ci avec le retour de l'équipe au complet. Voilà. Allez, ciao ciao et portez-vous bien. Bye bye. Ciao, À bientôt. Bye bye. J'ai dans la tête des pensées qui m'embêtent, comme une tempête qui me guette, qui m'inquiète. Et je coule dans la houle, je roule, la passion dévorante, une vie débordante. Et je coule dans la houle, je roule, c'est la vie qui me prend dans ses bras. J'ai dans le cœur des doutes et des douleurs, mais j'ai pas peur, je m'effile en couleur. Et je vrille, et je vibre, je m'envole, je suis libre. Comme une folle, je décolle, c'est l'amour qui me colle. Et je vrille, et je vibre, je m'envole, je suis libre. C'est la vie qui me prend dans ses bras. Mais ma foi, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête à moi, ça fuse et ça tournoie. Et je coule dans la houle, je roule, la passion dévorante, une vie débordante. Et je coule dans la houle, je roule, c'est la vie qui me prend dans ses bras. Sans inquiétude, je passe et puis j'élude, hâtive habitude d'oublier les temps rudes. Et je vrille, et je vibre, je m'envole, je suis libre. Comme une folle, je décolle, c'est l'amour qui me colle. Et je vrille, et je vibre, je m'envole, je suis libre. C'est la vie qui me prend dans ses bras. C'est la vie qui me prend dans ses bras. C'est la vie qui me prend dans ses bras. Faire un jour un miasme, mais à la fin, tu sais, des vidéos de faire des bêtisiers. Ouais, Ça marcherait. Alors, mon filou, je crois que tu ne regardes pas mes émissions. Parce que pour ta gouverne, depuis le début de l'année, il y a le bêtisier des émissions à la fin de chaque miasme. Ah, c'est vrai que je vais pas jusqu'à la fin. Je regarde le début, et puis après, quand ça commence à chanter,
Bon, des Ouais, fois voilà. j'aime bien, des fois j'aime moins. Ah voilà, une fois que tu as commencé à chanter, que tu as fini de chanter, hop. C'est vraiment à la fin alors. Ah oui, oui, c'est vraiment c'est le bonus pour ceux qui veulent, pour ceux qui vont jusqu'au bout. Voilà. Et je ne l'annonce pas, c'est. C'est traître. Tu fais des bêtises. Ouais, ouais. Oh, I am shocking, total. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce 79e. La refait. Eh bien. Et comme c'est moi qui fais le montage, je ne me mets jamais dans les bêtisiers, bien sûr. Oh, le traître. Oh, le fauche-douille. Là, t'es un traître. Il n'y a que nous qui sommes rincés, cassés, et toi, non. Hein. C'est le 78e, hein. Non, 79e, le 78e, je suis en train de le monter. Tu sais, j'ai encore un épisode de retard. Hein. Enfin, allez, on reprend. Ok, alors ce soir, c'est la Dream Team du bien-être presque au complet. Hein. Il y a Aurore qui va arriver dans quelques minutes. Et le sujet que vous avez choisi pour ce soir, peut-être que vous vous en rappelez, c'est une petite comptine. Ça faisait quelque chose comme j'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Voilà. Hein, ce soir, on parle de romarin, c'est ça? Voilà. Gentil coquelicot, mesdames. Voilà. Excusez-moi, j'ai l'âme lyrique ce soir. Amel, alors, le romarin. Ah, Ok. mais moi, je parle pas du romarin ce soir, moi. Comment ça? Tu t'as pas dit que tu parlais du romarin, toi? Non, j'ai dit que je trouverais une thématique autour et finalement, je me suis orientée vers autre chose. Les défenses immunitaires. Voilà, tu vois, je fais une super chanson, super comptine, tout. Tu casses mon ta chanson. effet. Mais Tu écoute, sais quoi tu en connais une chanson, toi, sur booster vos défenses immunitaires? Tu prends ma phrase et tu l'introduis dans la chanson et ça le fait. Vas-y, on recommence. C'est ça. Ouais, je vais encore plus me ridiculiser. Et bien, tu sais quoi, on va commencer par Philippe. Il faut savoir Oui, une rose a sa bouche en bas et son sexe en haut. C'est-à-dire, quand tu renifles une plante, tu lui renifles son sexe. C'est partie génitale. Voilà, c'est ça. Ami de la poésie. J'avais encore jamais vu les fleurs sous cet aspect-là. Oh, mais Attention, je te dis que ça piquait. Philippe, si je peux me permettre, tu vas créer beaucoup de problèmes là maintenant. À toi, Philippe. Du coup, on va conclure avec Philippe. Je crois que tu en as pour ton bêtisier, mon cher Antoine. Merci, Philippe. Oh merde.